Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Guy Laberty, ancien délégué national Afrique du PS 1993-2006 et qui vient de publier un livre qui s'appelle Anticolonialement Vôtre aux éditions Cartala. Bonjour. Bonjour. D'abord, ce livre, en fait, pourquoi ce choix d'un titre qui ressemble à un slogan ? C'est d'ailleurs, je dois le dire, l'éditeur qui a choisi ce titre après avoir lu le manuscrit. Et je trouve qu'il est particulièrement bien choisi parce que, au fond, pour les gens, le temps des colonies, c'est terminé. Et en fait, ça a beaucoup d'actualité aujourd'hui quand on voit par exemple ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, ou avec un des leaders du mouvement Kanak, M. Tain, qui est aujourd'hui détenu à Mulhouse, ce qui est quand même un peu singulier à 20 000 km de là où il est. Quand on voit ce qui se passe à Mayotte, Mayotte qui était quand même un petit bout de l'archipel comorien et qui a été en quelque sorte confisqué par la France, qui en a fait d'ailleurs un département. Et aujourd'hui, c'est une situation tellement aberrante au point de vue historique qu'il y a eu l'abrogation du droit du sol sur une partie du territoire français, puisque Mayotte est devenu un département français. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a aussi des mouvements de protestation à la Martinique. Oui. Et ça, la vie chère, ça vient aussi du système colonial qui s'est maintenu. Et en Afrique, oui, vous vous rendez compte justement qu'en Afrique, il y a une sorte de rejet. Avant d'y arriver, d'abord, pourquoi cette envie de faire une autobiographie? C'est en quelque sorte un bilan que vous voulez faire sur votre passé africain, et, entre autres. Enfin, c'est pas un passé africain, c'est le passé d'un militant français et européen qui s'est soucié de la nature des rapports qu'il y avait entre l'État français et les États d'Afrique. Et donc, j'ai été assez constant pour, disons, dénoncer ce qu'on appelait la France-Afrique. Je l'ai fait d'abord comme citoyen, à travers des comités de soutien, à travers une revue qui s'appelait Libération Afrique dans les années 80, et je l'ai fait ensuite dans des partis politiques comme le Parti Socialiste Unifié, dont j'ai été secrétaire national et j'ai participé de l'équipe qui l'a dissous en 1989, et ensuite j'ai adhéré au Parti Socialiste, et où j'ai été très rapidement délégué national à l'Afrique, et jusqu'en 2006, comme vous le rappeliez. Et j'ai aussi beaucoup participé à ces rapports à travers la Fondation Jean Jaurès, que présidait Pierre Mauroy, et dans laquelle j'ai maintenu des activités au-delà, jusqu'à 2011 à peu près. Vous êtes un homme de gauche. Oui. Et pourquoi la gauche, notamment celle que vous avez vécue, a toujours eu un problème à bien communiquer avec l'Afrique et de traduire sa véritable vision? On sent qu'il y avait un décalage en permanence. Bien, vous avez raison de souligner cela. Et moi, ma conclusion, après quand même des décennies d'engagement, elle reste constante, c'est-à-dire que je me suis aperçu que finalement, la mentalité coloniale, elle était encore tapie au coin de bien des têtes, comme c'est dit dans la 4e de couverture, que ce soit des têtes de droite ou de gauche. Hein. Oui. Donc, je crois que c'est ça qu'on constate. Et si vous prenez les évolutions, par exemple, par rapport à des problèmes aussi fondamentaux que la monnaie et la défense, quand la gauche a été au pouvoir en France, elle n'a rien fait de significatif sur ces deux problèmes qui étaient le franc CFA et les bases militaires. Oui. Et aujourd'hui, finalement, ce sont sur ces deux pivots que vous voyez les nouvelles générations protester, etc. Et je peux même dire sur le franc CFA, ce qui est singulier, c'est que les chefs d'État africains de la CEDEAO avaient engagé une réflexion pour une monnaie africaine et elle a été en quelque sorte confisquée en 2019 par un accord entre M. Macron, le président Macron, et le président Ouattara de Côte d'Ivoire, où vraiment ils ont parlé de l'éco, mais l'éco tel qu'il le voyait. On va y revenir, mais en tout cas, ce qui m'intéresse peut-être de s'attarder un peu sur... Est-ce que c'est un problème de logiciel, de compréhension, et peut-être parce qu'il y avait une grille de lecture qui n'était pas adaptée? Mais la grille de lecture, elle était fausse. C'est-à-dire que la France, en maintenant ses bases militaires
en maintenant, je dirais, les marques de la tutelle coloniale, elle les a maintenues. On parlait d'ailleurs de néocolonialisme. Oui. Et on en est à cette phase où finalement, c'est de l'Afrique que vient la contestation de cette lecture. Ce n'est pas la France qui va corriger sa lecture, parce que la France, selon ceux qui l'ont gouvernée, elle avait intérêt à maintenir cette forme de tutelle. Mais aujourd'hui, justement, elle va être contrainte de revoir sa lecture, parce qu'effectivement, l'Afrique et les nouvelles générations africaines, et il y a aussi d'anciennes générations qui ont participé à cette lutte, refusent le maintien de cette pensée coloniale et de ce rapport, la nature de ce rapport. Alors, on ne peut pas nier vraiment le véritable soft power français sur l'Afrique, une connaissance profonde et presque parmi les rares pays dans le monde qui a un véritable savoir-faire, une connaissance, comme je disais. Mais tout cela, aujourd'hui, on a l'impression que la France est enlisée dans une vision de l'Afrique. C'est peut-être un problème d'élite, non ? Écoutez, c'est un problème. Moi, par exemple, quand dans mon cours militant, si vous voulez, quand on a dissous le PSU, il y avait le Parti vert les Verts qui étaient en ascension. Il y avait le Parti socialiste. Bon, moi-même, j'ai beaucoup hésité. Je me suis aperçu d'abord que les Verts n'étaient pas très intéressés par le continent africain. Je suis allé au Parti socialiste, avec lesquels, évidemment, qu'au départ, je trouvais un petit peu mou, mais il y avait une vraie structure. Moi, quand j'ai pris en main la Commission Afrique et au secrétariat international, il y avait au moins 15 ou 20 personnes qui suivaient les choses. Et dans la Commission, c'était plusieurs dizaines de personnes. Et petit à petit, il y a eu une forme de désintérêt. Il y a eu une forme de désintérêt, c'est-à-dire qu'en fait, les politiques français n'avaient pas un grand appétit, je dirais, politique pour ce qui se passait à l'international et particulièrement en Afrique. Par exemple, en 1998, François Hollande, qui est alors le premier secrétaire du Parti socialiste, me dit « Écoute Guy, je salue ton engagement vers l'Afrique, mais vraiment en Afrique, il n'y a que des coups à prendre. » Ce qui est une vision un petit peu dommageable quand après on devient chef d'État. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ceux qui ont prétendu être les spécialistes de l'Afrique en France, c'était surtout les militaires, les états-majors militaires. Et quand vous voyez l'époque récente, par exemple, si je prends par exemple, relativement récente, Nicolas Sarkozy est chef de l'État, il a pour chef d'état-major particulier le général Puga. Quand François Hollande succède à Nicolas Sarkozy, il garde le général Puga comme chef d'état-major particulier. Et ça, évidemment, ça a une conséquence sur les choix politiques qui sont faits dans ce rapport à l'Afrique. Oui, justement, c'est-à-dire que vous avez bien dit, les militaires connaissent vraiment bien l'Afrique et les services de renseignement. C'est-à-dire que comment peut-on, un pays qui a des traditions, qui a une histoire, qui a un savoir-faire considérable, soit complètement emprisonné dans ce rapport militaire-service de renseignement. Mais comment la diplomatie française s'élabore? Est-ce que... Écoutez, moi j'ai vécu plusieurs périodes, en tout cas la fin du président Mitterrand. Moi j'ai adhéré au PS qu'en 1991. Et je me rendais compte, je vous raconte une anecdote, par rapport au Tchad par exemple, je me rendais compte que les politiques, les civils, n'avaient pas de prise sur les positions de François Mitterrand. François Mitterrand n'écoutait que le général Queneau. Et je pense que François Hollande devait beaucoup écouter aussi le général Puga. C'est-à-dire qu'il y a un relatif désintérêt, parce que je vais être peut-être un petit peu provocateur, mais... avoir, si vous voulez, un engagement pour des relations nouvelles avec le continent africain, débarrassé de ces oripeaux du colonialisme, ça n'est pas très porteur pour gagner des voix en France. Oui, ça c'est sûr. Et chacun sait que, évidemment, le monde a évolué. Et finalement, la France, elle a gardé ses vieilles traditions militaires. Et elle faisait, si j'ose dire, le sale boulot
pendant que les autres pays d'Europe, la Chine et d'autres pays, la Turquie, etc., petit à petit grignotaient ses parts de marché économiques. Il y avait une vraie contradiction entre perdre ses parts de marché et continuer de jouer le sale rôle des bases militaires, de faire le gendarme. Et c'est ça qu'il faut remettre en cause. Aujourd'hui, c'est 1,3 milliard d'Africains. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette Afrique de la jeunesse? C'est un autre monde. Si vous voulez, c'est un monde qui, à l'heure actuelle, dominé globalement par les États-Unis. Non, je parle de l'Afrique, là. Oui, mais je vous dis, mais justement, aujourd'hui, le problème est l'affirmation de l'Afrique dans le cadre de la mondialisation. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a des marques de rejet très forts pour ce qui est appelé la France et le monde occidental. Bon, certains sont tentés. Est-ce que vous-même, vous arrivez à décrypter cette Afrique? Parce que c'est une autre génération, un autre imaginaire. C'est une génération qui aspire à ce que l'Afrique prenne son destin, son histoire en main. Et c'est ça que nous, ici en France, on doit voir et on doit intégrer. Moi, je ne suis pas pour des ruptures, je suis pour une nouvelle nature de rapports, qui soient des rapports plus égalitaires, qui soient des rapports égalitaires. Et ça, je vous dis qu'il faut une sacrée révolution. Vous vous rendez compte que, finalement, quand le président Mohamed Déby dit « Bon, bah, écoutez, les accords militaires, nous, on n'en veut plus », il fait ça juste après le déplacement d'un nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pour qu'à peine parti du Tchad, que M. Barrot soit à peine arrivé à Paris pour qu'on entende que brutalement le Tchad dit qu'il ne veut plus d'accord militaire. Un véritable désaveu. Quand on sait que le Tchad était appelé autrefois territoire militaire du Tchad, que la France y a été présente toute l'histoire, même 5 ans après l'indépendance, les 5 premières années de l'indépendance du Tchad, la présence militaire française était... L'armée française contrôlait le nord du Tchad, le Borkou, Enedi, Kibesti. C'est aberrant, mais ça s'est fait. Et ça, c'est jusqu'en 1965. Et il y a eu les interventions militaires qui ont commencé avec le général de Gaulle en 1968. Et depuis, à l'exception d'une année, il y a toujours eu des militaires français au Tchad. Et aujourd'hui, Mohamed Déby dit « on ne veut plus de ces accords militaires ». Qu'on s'interroge. Visiblement, il y a plus qu'un problème. C'est la nature des rapports qu'il faut véritablement changer. Est-ce qu'on vit aujourd'hui, à travers tous les événements que vous voyez et que vous venez d'analyser, une nouvelle envie d'une décolonisation? Est-ce que vous voyez les traits de... Parce qu'aujourd'hui, non seulement il y a cette dimension-là, mais il y a un souverainisme et un panafricanisme qui semble se... Qui est balbutiant, qui s'affirme. Effectivement, l'Afrique, pour peser dans le monde, ne peut compter que sur ses propres forces. Donc, ce souhait de s'affirmer, de reprendre en main son destin, son histoire, est parfaitement, je dirais, est louable. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il faut dans un monde. Il nous faut un monde multipolaire. Regardez même l'Europe, elle a beaucoup de mal à s'affirmer. Absolument. Elle est quand même extrêmement dépendante de la dimension atlantiste et des États-Unis. Et l'Afrique, elle n'accepte plus d'être le terrain de jeu des grandes forces qui gèrent le monde. Beaucoup contestent le mot Afrique. Ils disent il y a des Africains. Et vous avez, il y a quelques décennies, sillonné l'Afrique par la route, par le... Oui. Et comment aujourd'hui, est-ce que dans cette, dans cette manière d'aller sur le terrain, est-ce que vous avez perçu le véritable trait de cette Afrique, c'est que les Africains ont... Le trait essentiel, c'est peut-être ça. Moi, ça me semble pas abstrait, ça me semble très concret. C'est que les Africains reprennent en main leur destin et leur histoire. Je vais vous prendre un exemple concret. Le dernier exemple que moi j'ai vécu dans mon parcours militant, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je peux dire que quand un président français choisit de bombarder la résidence présidentielle d'un président ivoirien, ça pose quand même légèrement problème. Je veux dire que là, on a eu un moment où vraiment la France a voulu confisquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et
donc empêcher le peuple ivoirien d'assumer sa propre histoire. Et ça s'est passé de façon extrêmement violente en Côte d'Ivoire, mais vous voyez qu'aujourd'hui, dans d'autres pays, il y a une forme de rejet qui est vraiment forte, parce que si vous prenez par exemple un cas concret qui est le cas du Mali, vous vous souvenez sans doute, c'est récent, que quand l'opération Serval est lancée à l'initiative de François Hollande, avec l'accord des autorités maliennes de l'époque, enfin c'est toujours la même histoire qu'on raconte, et là la France elle a besoin du Tchad. C'est pour ça que le Tchad va avoir une attitude privilégiée dans la vision française. On va un peu fermer les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme parce qu'on a besoin de l'armée tchadienne. Mais ceci dit, la France conduit Serval. François Hollande, qui n'avait pas un grand appétit pour l'Afrique, va au Mali. Il est accueilli, Papa Hollande, c'est super. Lui-même dit, c'est là le plus beau jour politique de ma vie. Et 6 mois après, ça y est, c'est le désamour. Pourquoi ? Parce que le choix de la politique française a été d'empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal, pour des raisons qui resteront obscures, mais que les Maliens, eux, connaissent bien. Et c'est cette politique de la France au nord du Mali, qui a été sans doute dictée par certains militaires, qui a complètement cassé l'enthousiasme des Maliens, qui se sont aperçus que finalement, cette présence française risquait de devenir contre-productive par rapport à leur propre histoire. Justement, cette vision militaro-sécuritaire a dévasté le Sahel aujourd'hui. Absolument. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un djihadisme, en fait un terrorisme et un djihadisme dont personne ne sait comment ça va se terminer. Pourquoi aujourd'hui personne n'est alerté par cette situation qui semble prendre une ampleur grave ? Vous avez raison, parce que finalement le djihadisme, si je reprends ce terme, il s'est développé sur la base de certaines faillites des États africains, sur les dimensions sociales, etc. Bon, c'est vrai que le trafic d'armes, le trafic de cigarettes, de drogue et tout ça, ça rapporte beaucoup plus d'argent très rapidement. Et effectivement, ça a été un élément de l'explosion. C'est une adhésion, je dirais, essentiellement alimentaire au djihadisme. Ce n'est pas forcément une croyance, mais cette situation aussi des faillites d'États d'Afrique était aussi liée en partie avec des données économiques qui étaient défavorables au développement de l'Afrique. Parmi ces choses-là, il y a le franc CFA. Je ne dis pas que le franc CFA est la seule raison, mais enfin, quand on analyse son rôle, il a été créé au temps des colonies, il a été maintenu, et que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, on a gardé cette tutelle monétaire. Et c'est vrai que quand on l'analyse, on nous dit toujours « mais ça garantit la stabilité, etc. » Mais en réalité, la tutelle du Trésor français, et maintenant de l'euro, fait que c'est un blocage pour le développement de l'Afrique, qui n'a pas un accès au marché financier. Il a un accès très inéquitable au marché financier. Vous entendez les taux d'intérêt que doivent payer les Européens pour accéder au marché financier. Ils ont parfois été négatifs, parfois ils sont 1%. Pour l'Afrique, c'est au moins 7%. Donc il y a quelque chose de tout à fait inéquitable dans la position de l'Afrique. Et c'est ces choses-là que les Africains seuls peuvent remettre en cause. Pour sortir de la rhétorique, sur quelle balise s'appuyer ? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin du concret. Par quel fil faut-il, par quel côté faut-il commencer cette reconstruction ? Parce qu'il y a plein d'éléments qui rassemblent les deux. Moi, si vous voulez, je peux vous donner des éléments que je ressens en tant que citoyen français, citoyen européen. Ces éléments concrets dont vous parlez, laissez-les chercher aux politiques africains. C'est à eux de les définir. Vous avez, en ce moment, par exemple, ce qui se passe au Sénégal est extrêmement important, parce qu'on va voir. Il parle de rupture, mais quand il parle de rupture, le président Diomaye Faye ou son Premier ministre Sonko, c'est une rupture intelligente, c'est une rupture pour un renouveau, un changement de nature des relations entre le Sénégal et
et le monde occidental. Donc moi, je ne peux pas répondre à votre question parce que je serai toujours... moi, je n'ai jamais été un marabout blanc, mais mon job en tant que citoyen et militant français et européen, c'est au moins de dire ce qui ne va pas dans la conduite de l'État français et des États du monde occidental. Effectivement, je ne vous demande pas d'être un devin, mais simplement de nous indiquer à partir de votre écoute. Vous m'aviez dit, beaucoup d'Africains échangent avec vous. De quoi ils rêvent, ces Africains, et dans leur rapport avec la France? Ils rêvent en tout cas de pouvoir, je vous le dis, je m'excuse de me répéter, mais ils rêvent qu'on ne leur confisque plus leur histoire. Oui. Et bon, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement entre le ministre des Affaires étrangères Barrot et le président Déby, mais je crois quand même qu'ils ont posé et abordé la question de la politique du Tchad au Soudan, qu'ils ont parlé aussi de délais pour les élections législatives qui doivent avoir lieu le 29 décembre au Tchad. Écoutez, est-ce que quand un ministre des Affaires étrangères français se rend dans un autre État d'Europe ou en Amérique du Sud, il va dire au président, il faudrait peut-être voir que votre politique avec le Venezuela, vous qui êtes ici, ça ne devrait pas être ça, et que vos élections qui sont prévues pour telle date, il faudrait peut-être les faire à une autre date. C'est invraisemblable. Et c'est là que vous retrouvez ce fameux paternalisme néocolonial. Donc, je pense que concrètement, les Africains et les élites africaines et la jeunesse africaine ne veulent plus de ça. Mais la France de Macron a compris qu'il faut changer de cycle. C'est pour ça que la France veut dialoguer avec les pays non francophones, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche pour se projeter ailleurs et on a déjà acté ce changement. Mais vous savez, ce changement, moi je peux vous dire, puisque je suis quand même suffisamment ancien pour le dire, franchement, l'histoire du champ et du hors-champ, c'est-à-dire le champ c'était les pays dits francophones et le hors-champ c'était les autres pays, je peux vous dire que ça a été remis en cause dès Mitterrand, mais ça n'a pas pour autant imprimé une nouvelle nature des rapports. Moi-même qui suis militant, je suis allé dans 29 pays d'Afrique. Oui. Je n'ai pas regardé s'ils étaient francophones. Je suis allé en Afrique anglophone, en Afrique lusophone et même en hispanophone, que les gens connaissent peu, mais enfin, la Guinée équatoriale ou même le Sahara étaient des colonies espagnoles. Bon, pour le Portugal, l'Angola, le Mozambique, l'Angola, le Mozambique, Cap-Vert, São Tomé, Principe. Moi, je suis allé dans plusieurs de ces pays. Et d'ailleurs, je salue au passage ce qui est devenu le Cap-Vert aujourd'hui. Pour que les choses se transforment, ça va prendre des décennies pour la clarification. Mais pour vous, nous devons accepter ce que nous vivons aujourd'hui, cette Afrique qui est dans une forme de quête de soi. Mais bien sûr qu'il faut l'accepter. Je veux dire que c'est le moment de faire preuve d'un peu d'intelligence et de sortir de la vieille lecture du vieux rapport à l'Afrique. C'est ce que j'appelle toujours ces mentalités coloniales les têtes doivent se révolutionner. Et franchement, il y a beaucoup de boulot à faire dans les têtes des élites politiques européennes et du monde occidental par rapport au continent africain. Vous voyez bien comment M. Trump parlait de l'Afrique. Et pourtant, il vient d'être réélu à la présidence des États-Unis. Donc vous imaginez le boulot. Mais ce boulot-là ne pourra continuer de se faire que si les Africains unissent toutes leurs forces pour vraiment prendre leur destin en main. Un mot pour terminer, pour une tonalité optimiste et qui donnerait de l'espoir. Ah mais moi je peux vous dire que c'est pour moi un espoir de voir qu'au moins les deux piliers tutélaires de la France et de l'Europe par rapport à l'Afrique sont en train de vaciller. Et moi, je peux me permettre de dire ça de façon très optimiste parce que j'ai passé 50 ans de ma vie, peut-être même un peu plus, à vouloir qu'on arrive à cette situation, qu'enfin les Africaines et les Africains soient respectés dans le monde comme on respecte les Européens, les Américains,
les Asiatiques, etc. Je recommande particulièrement la lecture de votre livre qui traduit votre vraiment sensibilité, votre vision de ce continent, anticolonialement vôtre, autobiographie d'un militant politique aux éditions Cartala. Merci, d'avoir été à nous. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.